avec le type de neurotransmetteur. Donc, transmission neuronale, la synapse excitatrice versus la synapse qui est inhibitrice. L'effet d'un neurotransmetteur dépend du type de neurotransmetteur et du type de récepteur. Donc, c'est pas uniquement le neurotransmetteur. C'est vrai que le neurotransmetteur est important, mais c'est aussi l'effet de son récepteur. Un neurotransmetteur excitateur va causer un potentiel postsynaptique excitateur. Un neurotransmetteur inhibiteur va causer un potentiel postsynaptique inhibiteur. Certains neurones produisent des potentiels postsynaptiques excitateurs, d'autres des potentiels postsynaptiques inhibiteurs. C'est quoi le potentiel postsynaptique, que ce soit excitateur ou inhibiteur? On va le définir un peu plus loin. On définit un potentiel qu'on va appeler le potentiel gradué. C'est quoi le potentiel gradué? Modification locale et de courte durée du potentiel de membrane, surtout dans les dendrites et le corps cellulaire, produit suite à une stimulation des canaux ioniques actifs, varie en intensité selon la force du stimulus pour la communication à court terme, et réponse, c'est soit une dépolarisation et donc une polarisation moins négative, ou une hyperpolarisation et donc une polarisation plus négative. Donc, un potentiel gradué, c'est un potentiel qui va se produire au niveau soit d'une synapse chimique suite à la fixation d'un neurotransmetteur sur son récepteur chimiodépendant, soit il va se former au niveau d'un récepteur. Donc, suite à la stimulation des récepteurs, par exemple les mécanorécepteurs ou les nocicepteurs ou les thermorécepteurs, il va y avoir transformation d'un stimulus en un potentiel. Ce potentiel, je vais l'appeler le potentiel gradué. C'est pas un potentiel d'action. Donc, que ce soit au niveau de la synapse ou au niveau d'un récepteur sensoriel, l'effet secondaire à la stimulation va me provoquer la formation d'un potentiel que je vais appeler un potentiel gradué. Ce potentiel gradué, il a des caractéristiques. Donc, que ce soit un potentiel au niveau de la synapse, je vais l'appeler alors le potentiel postsynaptique, soit un potentiel au niveau du récepteur sensoriel, et dans ce cas, je vais l'appeler le potentiel récepteur. Que ce soit donc potentiel récepteur ou potentiel postsynaptique, tous les deux, c'est des potentiels gradués. De quoi est caractérisé le potentiel gradué? Le potentiel gradué est un potentiel qui va se former principalement dans les dendrites et les corps cellulaires. C'est une modification qui est locale de courte durée. Donc, ça n'a pas effet prolongé comme le potentiel d'action. Il est de courte durée, il est presque local. Produit suite à une stimulation des canaux ioniques actifs. Donc, il va être produit secondaire à une stimulation des canaux ioniques qui sont principalement sodiques et qui sont ligands dépendants, qui sont donc chimiodépendants. Pourquoi j'ai dit les canaux ioniques sodiques? Parce que les canaux ioniques potassiques et chloriques, ils vont causer principalement un potentiel gradué négatif. Ils vont causer un effet d'hyperpolarisation, donc une amplitude qui est négative. Ils vont pas causer une amplitude qui est positive. Varie en intensité selon la force du stimulus. Donc, plus le stimulus est important, plus le potentiel gradué est important et plus l'amplitude est importante. Pour la communication à courte distance, car il va donc diminuer avec le temps, il n'a pas la caractéristique du potentiel d'action qui est la loi de tout ou rien et le fait de ne pas se modifier avec le temps.
Et la réponse, elle est principalement une dépolarisation ou une hyperpolarisation. Bien sûr, si c'est une dépolarisation, elle a une chance de donner un potentiel d'action. Si c'est une hyperpolarisation, elle ne va jamais me donner un potentiel d'action. L'hyperpolarisation, c'est lorsque je vais stimuler les canaux ioniques, chloriques et potassiques. Et donc, l'effet est négatif et par conséquent, ils sont très loin du potentiel d'action. Donc, quelle est la différence entre ou bien un tableau comparatif entre le potentiel gradué et le potentiel d'action? Donc, le potentiel d'action, il a naissance dans une zone gâchette qui se trouve au niveau de la zone d'émergence de l'axone. Début de la zone d'émergence de l'axone, alors que le potentiel gradué, il a lieu dans les dendrites et les corps cellulaires. Dépolarisation uniquement avec inversion des charges. Donc, principalement, on va avoir un potentiel d'action qui va se débuter par une dépolarisation, puis une repolarisation, puis une hyperpolarisation. Dans le potentiel gradué, c'est soit une hyperpolarisation, soit une dépolarisation. La dépolarisation, elle est secondaire à la stimulation des canaux sodiques chimiodépendants qui vont causer l'entrée du sodium à l'intérieur de la cellule. Et cette dépolarisation, elle a donc la chance de donner un potentiel d'action. Mais si la réponse est une hyperpolarisation qui est secondaire à l'ouverture des canaux chlore, ce qui va permettre au chlore d'entrer à l'intérieur de la cellule, ou à stimulation des canaux potassiques qui vont permettre au potassium de sortir de la cellule. Ces deux ces deux stimulations hyperpolarisantes sont très loin de me donner un potentiel d'action. Donc, lorsque le potentiel gradué va me donner une hyperpolarisation, il ne va jamais être transformé il ne va jamais déclencher un potentiel d'action. Il est déclenché par un stimulus. N'importe quel stimulus peut me donner un potentiel gradué. Plus le stimulus il est important, plus le potentiel gradué est important. Pour le potentiel d'action, non. Il y a la loi de tout ou rien. Et donc, il faut que le stimulus soit supraliminaire afin de créer ce potentiel d'action. Canaux ioniques, ligands ou mécaniques dépendants, donc c'est des canaux ioniques chimiodépendants. Ici, c'est des canaux ioniques voltage dépendants. Variation du potentiel en fonction de l'intensité du stimulus. Plus le stimulus est important, plus l'amplitude est importante. Ici, plus le stimulus est important, j'ai toujours la loi de tout ou rien. Ne varie pas selon l'intensité le potentiel d'action. Durée de quelques millisecondes à quelques minutes. Ici, il est donc ici durée courte de 0,5 à 2 millisecondes. Donc, il est plus lent et il est plus il a une durée plus importante, alors que le potentiel d'action, il est très rapide. Le potentiel gradué diminue avec la distance, car il va avec le temps disparaître. On a dit qu'il est à court effet, alors que le potentiel d'action, il ne diminue pas avec la distance, reste même amplitude. Le potentiel gradué communique sur de courtes distances parce qu'il ne peut pas maintenir la même amplitude. Son amplitude, il diminue avec le temps, le potentiel gradué. Le potentiel d'action, il communique sur de longues distances. Pas de période réfractaire alors que le potentiel d'action présente une période réfractaire. Période réfractaire, c'est la période durant laquelle si je vais subir un deuxième stimulus, les canaux ioniques sodiques ne vont pas répondre. Alors que le potentiel gradué, il peut
être donc sommé, je peux additionner plusieurs stimulus afin que l'amplitude puisse augmenter, alors que le potentiel d'action, on n'a pas de sommation. On va un peu détailler la sommation un peu plus loin. Donc, les potentiels électrotoniques vont porter plusieurs noms. Donc, les potentiels gradués vont porter plusieurs noms suivant leur site d'apparition et leurs caractéristiques. Au niveau de la plaque motrice, on parle du potentiel de plaque motrice. L'acétylcholine se fixe sur un récepteur canal ionique et il y a entrée du sodium, donc dépolarisation. Ce potentiel se déplace sur une courte distance jusqu'aux zones extrajonctionnelles, zones où sont situés les canaux ioniques voltage dépendants qui vont permettre l'entrée du calcium et la contraction. Le potentiel de plaque motrice, c'est le potentiel qui va se former suite à la fixation d'un neurotransmetteur sur son récepteur dans une synapse neuroeffectrice au niveau de la plaque motrice, au niveau d'un muscle squelettique. Et vous allez voir ce potentiel de plaque motrice qui est un type de potentiel gradué. Donc, il a les mêmes caractéristiques qu'un potentiel gradué et on va l'étudier un peu plus tard dans le cours du tissu musculaire. Les potentiels récepteurs, donc les potentiels électrotoniques que je vais appeler des potentiels gradués. Ils ont plusieurs nomenclatures et plusieurs ils sont localisés dans plusieurs zones. Nous avons dit initialement, ils sont localisés au niveau de la plaque motrice du muscle squelettique ou au niveau des récepteurs. On a donné l'exemple d'un mécanorécepteur, soit au niveau d'une synapse chimique dans le PPSE ou PPSI. Donc, pour le potentiel de plaque motrice, on le verra en détail dans le cours. Pour les récepteurs de corpuscules de Pacini, donc les récepteurs qui sont des mécanorécepteurs, vous avez vu qu'ils vont apparaître au niveau de neurones ayant une extrémité réceptrice. Principalement le récepteur, le mécanorécepteur, le corpuscule de Pacini, c'est un récepteur sensoriel qui est relié aux fibres sensitives et ces fibres sensitives ils ont le corps cellulaire au niveau du ganglion synaptique et donc le point de départ c'est la formation d'un potentiel récepteur. Si ce potentiel récepteur il est supraluminal, il déclenche un potentiel d'action. Donc, pas n'importe quel stimulus, il va déclencher un potentiel d'action et atteindre le système nerveux. Et j'ai donné un exemple dans le cours des récepteurs et de la moelle que parfois un voleur peut me voler mon porte-monnaie sans que je puisse faire attention parce qu'il est très habile. Il peut donc se déplacer et bouger mon porte-monnaie sans que je puisse sentir. Pourquoi ça? Parce qu'il a pu me toucher, mais il n'a pas causé un stimulus qui est supraliminaire et par conséquent, le potentiel gradué récepteur n'était pas aussi important afin qu'il déclenche un potentiel d'action. Il a tout simplement été donc éliminé et je n'ai pas pu sentir le toucher du voleur et me protéger contre le vol de mon porte-monnaie. Des potentiels postsynaptiques, des PPSE et des PPSI. Et si c'est le type des potentiels gradués qui est des potentiels postsynaptiques et c'est principalement notre cas actuel. Nous allons donc détailler les potentiels gradués type PPSE et PPSI qui seront générés une fois le neurotransmetteur se fixe sur son récepteur au niveau d'une synapse neuroneuronale. Ils sont donc générés du présynaptique au postsynaptique parce que c'est principalement la fixation du neurotransmetteur sur son récepteur qui va déclencher la formation d'un potentiel gradué
qui est soit excitateur, soit inhibiteur, que je vais appeler le potentiel postsynaptique. Chaque neurone reçoit des PPSE et des PPSI. Exemple, le neurone moteur. S'il y a plus de PPSE que de PPSI, le neurone moteur est dépolarisé au-delà du seuil et il y a un flux. S'il y a plus de PPSI que de PPSE, le neurone moteur ne se dépolarise pas jusqu'au seuil et il n'y a pas d'influx. Donc le PPSE, c'est un potentiel postsynaptique excitateur qui sera formé suite à la fixation d'un neurotransmetteur au niveau de son récepteur. Ce dernier, il s'est fixé sur un récepteur ionique chimiodépendant sodique. Pourquoi j'ai dit sodique? Parce que le récepteur sodique est un récepteur qui va me donner un PPSE excitateur, alors que les PPSI, ils sont inhibiteurs. Ils sont formés suite à l'ouverture des canaux chlore ou potassium. Donc, au niveau du neurone, il va y avoir plusieurs stimulations, plusieurs réponses. Je vais donc faire une addition de ces PPSE et je vais voir si j'ai plus que des PPSE que des PPSU, alors la réponse finale c'est des PPSE. Donc, la réponse est excitateur et excitatrice. Si j'ai plus de PPSI au lieu des PPSE, donc la réponse finale c'est une hyperpolarisation. Donc PPSI est donc un potentiel d'action qui ne sera pas généré. Plus la fréquence des potentiels d'action arrivant à la cellule présynaptique est élevée et plus la quantité de neuromédiateurs libérés est grande, donc c'est proportionnel. Plus la fréquence est élevée, plus la quantité libérée est grande et plus de récepteurs et par conséquent, le potentiel d'action de la cellule présynaptique seront donc convertis en potentiel d'action dans la cellule avec une fréquence en rapport avec l'intensité de la stimulation. Donc, regardez, ça, c'est les potentiels arrivant en présynaptique. Et ça, c'est le potentiel d'action qui vont sortir. Regardez, plus la fréquence des potentiels est grande et plus les potentiels dérivés sont grands. Sommation temporelle, comme un potentiel postsynaptique excitateur dure plus de temps qu'un potentiel au niveau de la terminaison donc nerveuse, il est possible d'avoir un deuxième potentiel d'action arrivant à la terminaison nerveuse en dehors de la période réfractaire qui va générer un autre PPSE avant que le premier ait diminué. Les deux PPSE s'additionnent et ce qui va me donner une dépolarisation encore plus forte. C'est ce que j'appelle la sommation temporelle. Regardez, B, c'est la sommation temporelle. En B, on a deux stimulations chaque dendrite au niveau de la même cellule. Donc B, c'est la même excitation qui est excitation 1 que j'ai répété deux fois consécutif. Et par conséquent, c'est une sommation temporelle sur une même donc ces deux stimulations, c'est le même dendrite par le même neurone présynaptique. La sommation spatiale, donc dans le temps, comme une cellule nerveuse peut recevoir plusieurs synapses, possibilité d'avoir ajout de plusieurs PPSE en même temps. Donc, regardez. Donc, spatial, c'est donc l'excitation 1 plus excitation 2. L'excitation 1, l'excitation 2, excitation 1, excitation 2. Donc, j'ai deux stimulations en même temps, mais chacune provenant d'un neurone présynaptique et aussi sur un dendrite donc différent. Ça, c'est des PPSE. Alors que ici, c'est une stimulation inhibitrice. Et par conséquent, une stimulation excitatrice avec une stimulation inhibitrice,
ça va donc se neutraliser. Deux stimulations excitatrices, c'est la sommation donc qui est spatiale, et deux stimulations consécutives d'un même neurone présynaptique, c'est la sommation temporelle. Caractéristique d'une synapse n'obéit pas à la loi de tout ou rien, parce que tout simplement plus on a de PPSE et plus l'amplitude va augmenter, et si j'ai un PPSE avec un PPSI, alors ça va se neutraliser. Elle est unidirectionnelle parce qu'elle va toujours de la membrane présynaptique vers la membrane postsynaptique. Donc j'ai exocytose des neurotransmetteurs, fixation du neurotransmetteur sur son récepteur. Existence d'un délai synaptique parce qu'il y a donc la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique et la fixation des neurotransmetteurs sur les récepteurs. Formation d'un potentiel postsynaptique. Si ce potentiel postsynaptique il est au-dessus de son seuil, donc supraluminaire, alors ça va déclencher un potentiel d'action. Fatigabilité parce que c'est en relation avec le nombre de neurotransmetteurs qui peuvent être donc s'utiliser, et donc j'ai la nécessité de c'est nécessaire de refabriquer des neurotransmetteurs ou bien de les recapter afin de les utiliser donc dans une deuxième exocytose. Rôle intégrateur parce que tout simplement on va intégrer plus le message, d'où la sommation temporelle et la sommation spatiale. Déclenchement des potentiels d'action. Au niveau d'un neurone sensitif qui ont des fonctions de récepteur, la dépolarisation jusqu'au seuil sera atteinte par la génération d'un potentiel récepteur. Donc, si j'ai un neurone sensitif, le neurone sensitif, il est toujours relié à un récepteur. Or, le récepteur, il a été stimulé et cette stimulation au niveau du récepteur va se transformer en potentiel de gradient, ou ce que je vais l'appeler le potentiel récepteur, et parce qu'il est au niveau d'un récepteur, et ce potentiel au niveau de ce récepteur, s'il est au-dessus du seuil et s'il est supraluminaire, il va déclencher un potentiel d'action. Au niveau du neurone, comme les neurones moteurs, le potentiel d'action pourra être généré par l'intégration de plusieurs PPSE. Donc, généralement, pour le neurone moteur, c'est un neurone qui va subir plusieurs messages afférents, et au niveau de ce neurone moteur, il va y avoir intégration de tous ces PPSE et par conséquent des sommations qui sont temporelles ou des sommations qui sont spatiales. Seuls les axones peuvent former des potentiels d'action. Les potentiels d'action prennent toujours naissance en un point de l'axone appelé zone gâchette. On a déjà défini la zone gâchette et on a dit c'est le lieu de naissance d'un potentiel d'action et ça correspond au point de sortie de l'axone. La zone gâchette est généralement située à la racine de l'axone près du corps cellulaire. Si la polarité de la membrane du corps cellulaire dépasse le seuil, alors la zone gâchette déclenche un potentiel d'action qui se transmettra dans l'axone. Donc l'explication, elle est la suivante. Si par exemple au niveau de ce neurone, on va dire que c'est un neurone moteur, il va y avoir arriver plusieurs messages afférents. Ces messages afférents, ils peuvent arriver soit au niveau d'une synapse axonique, donc d'un axone à un axone, ou bien axodendritique, donc d'un axone à dendrite, ou axocorporel ou axosomatique. Il va y avoir des potentiels postsynaptiques. Ils peuvent être des potentiels postsynaptiques excitateurs ou inhibiteurs.
Donc, la conclusion de ça, il va y avoir une sommation de ces potentiels postsynaptiques. Si les potentiels postsynaptiques, la sommation de ces potentiels postsynaptiques va déclencher une dépolarisation qui est très importante et qui va dépasser le seuil, alors la génération du potentiel d'action, elle va se faire au niveau d'une zone que je vais appeler la zone gâchette. Niveau du cône d'implantation et au niveau des nœuds de Ranvier, le seuil est le plus bas. Donc, cône d'implantation, c'est le lieu d'émergence du potentiel d'action, le lieu d'émergence de l'axone aussi, et ce que j'appelle, donc ici parce que ça c'est donc l'axone, ou ce que je l'appelle donc la zone gâchette, ce que je suis en train de parler ici. La zone de gâchette, c'est au niveau du cône d'implantation. Et donc, pourquoi c'est au niveau de cette zone qui est le cône d'implantation ou bien au niveau de la zone que je vais appeler zone gâchette, je vais avoir un déclenchement du potentiel d'action parce que tout simplement, au niveau de cette zone qui est la zone gâchette, il y a beaucoup de canaux. Il y a une concentration en canaux sodiques et par conséquent, c'est très facile de les stimuler et de les dépolariser. Pour ceci, au niveau de ces régions, donc le cône d'implantation ou zone gâchette ou les nœuds de Ranvier aussi, on a un seuil qui est faible. Il est le plus faible comparé au seuil de tout le corps cellulaire. De telle façon, par exemple, je vous donne un exemple, on suppose qu'au niveau de au niveau, par exemple, ça c'est dendrite, au niveau de ce dendrite, le seuil ici, il correspond à moins 80. Le seuil au niveau de ce dendrite, c'est moins 70. Le seuil au niveau de la zone gâchette, c'est moins 55. Donc, vous voyez, le seuil, il est plus bas au niveau de la zone gâchette ou au niveau du cône d'implantation. Et c'est la même chose qu'au niveau des nœuds de Ranvier. Les nœuds de Ranvier, c'est les espaces qui vont se trouver entre la myéline. Donc, ces nœuds de Ranvier, ils ont le même principe. Ils présentent un seuil qui est plus bas que le seuil des autres régions au niveau de ce neurone et c'est pour cela que il sera facile, par exemple, si j'ai un PPSE ici, un PPSE, si la sommation de ces deux PPSE va engendrer une dépolarisation plus importante, elle va donc tourner jusqu'à atteindre la zone la moins où le seuil il est le plus faible et parce que c'est là où il y aura donc facilement génération d'un potentiel d'action et ce dernier qui va, parce que pour former un potentiel d'action, la dépolarisation, les PPSE, la sommation de ces PPSE doit dépasser le seuil. Or, si le seuil, il est ici le plus bas, alors le fait de le dépasser, ce serait très facile. Et par conséquent, je pourrais donc facilement, pas ici, d'accord, donc le principe il est donc le même. C'est ici que se trouve la zone donc gâchette et donc c'est le problème au niveau de ces schémas, c'est qu'on les annote pas. Donc pour moi que ce soit ici ou ici c'est la même chose. La seule manifestation dans ce schéma c'est ça. C'est ce qui nous montre que ça, c'est la zone gâchette, parce qu'il y a formation d'un potentiel d'action. Donc, ici, c'est la zone gâchette ou le cône d'implantation. Le cône d'implantation, c'est le point d'émergence du laxone. Donc, c'est ici. Or, ici, puisqu'il y a un PPSE, donc c'est probablement un dendrite ici. Donc, vous voyez, donc la zone gâchette, elle est ici. Et c'est là où j'ai plus de canaux sodiques et c'est là que le seuil, il est le plus bas. Si je vais avoir un PPSE qui vient ici et un PPSE qui vient ici, on va avoir une sommation. Cette sommation va causer une dépolarisation plus importante. Mais afin qu'un PPSE puisse donner un potentiel d'action, il faut qu'il dépasse le seuil. Il faut que l'amplitude de ce PPSE qu'on a sommé dépasse le seuil nécessaire pour la génération d'un potentiel d'action. C'est pour cela, le PPSE formé, il va tourner au niveau du corps cellulaire, au niveau des dendrites et chercher là où la zone elle est la plus fiable à déclencher un potentiel d'action. Et il va la trouver au niveau du cône d'implantation parce que c'est ici où le seuil il est le plus bas.
se déplace dans tous les sens avec des fuites si l'intensité du PPSE est suffisante pour atteindre le seuil. Quand il atteint le cône, il y a génération du potentiel d'action. Donc, le deuxième type de synapse, c'est les synapses qui sont électriques. C'est le même concept, c'est une relation, une jonction entre un neurone présynaptique et un neurone postsynaptique, ou, ça c'est la première possibilité, un neurone présynaptique et une cellule effectrice, un muscle par exemple, une glande aussi. Donc, la synapse électrique a les caractéristiques, disons, les mêmes structures, les caractéristiques structurales d'une synapse normale, comme la synapse chimique qui peut être neuronale ou effectrice. La synapse électrique a la même possibilité, mais la différence c'est le mode de fonctionnement ou des jonctions qui vont se faire entre ces deux membranes qui sont présynaptiques et postsynaptiques. En effet, pour la synapse électrique, il y a une transmission dite électrique. Les cellules sont électriquement couplées par des jonctions de type gap. C'est des gap junctions. Donc, c'est un type de communication, si vous voulez, un canal. Ces jonctions permettent le passage de tous les ions et des petites molécules. Tous les ions vont passer, toutes les petites molécules vont passer. Le mouvement des ions signifie que les deux cellules auront le même potentiel. Donc, la transmission, elle peut être bidirectionnelle de la cellule présynaptique vers la cellule postsynaptique ou de la postsynaptique vers la présynaptique. Donc, dans deux sens. Elle est donc bidirectionnelle parce qu'il n'y a pas de différence entre les caractéristiques d'une première membrane et les caractéristiques de la deuxième membrane. Les jonctions gap qui sont donc des canaux, les jonctions sont formées par l'accollement de deux canaux en continuité. Donc après jonction des deux cytoplasmes. Donc le cytoplasme de la première cellule présynaptique s'accole avec la cytoplasme de la cellule postsynaptique. Il n'y a pas de notion pré- et postsynaptique parce que, en tout cas, elle est bidirectionnelle et par conséquent, ils sont plus ou moins identiques. Donc, regardez-moi ça. Ça, c'est des canaux. Les canaux, ils sont formés par l'accollement des deux cytoplasmes, des deux cellules, les uns donc à côté des autres, de telle façon que leurs canaux vont se joindre. Regardez, chaque jonction communicante, elle est formée par l'accollement de deux récepteurs que je vais appeler les connexons. Chaque connexion, elle est formée de 6 connexines qui sont des protéines. Vous voyez, et la configuration du premier connexion de la cellule A, il est identique aux connexions de la cellule B. Et regardez comment les deux cytoplasmes vont s'accoler. Donc voilà la première membrane, la deuxième membrane, ils vont s'accoler de telle façon que leurs récepteurs vont s'aligner les uns avec les autres et vous avez la connexion A qui va entrer en connexion avec la connexion B. Regardez ça ici. Donc tout ça, je vais les appeler gap junction ou jonction communicante. Et voilà, donc ça c'est un canal qui sera ouvert et ça c'est un canal qui sera fermé. Donc, la jonction communicante égale un canon joignant le cytoplasme des deux cellules. La présence de ces canaux nécessite l'accollement des membranes des deux cellules. Les canaux sont constitués de deux entités symétriques, les connexons, qui est ensemble de protéines dites connexines. Chaque connexion est formée de 6 connexines. Le plus souvent, les cellules adjacentes expriment la même connexine. Les jonctions présentent alors une symétrie fonctionnelle, même fonctionnement. Les canaux d'une jonction communicante permettent la diffusion des petites molécules et des ions, entraînant
entraînée par le gradient électrochimique entre les cytoplasmes des deux cellules, et je vais expliquer ça. Transmission électrique, donc même principe, les ions qui vont traverser du niveau présynaptique, postsynaptique et vice versa. Donc là, c'est parce que la jonction, elle est bidirectionnelle. Transmission, regardez, elle est calcium indépendante, à la différence des synapses chimiques où le calcium, l'ouverture des canaux calciques, voltage dépendant, va permettre l'entrée du calcium en grande quantité, ce qui va stimuler l'exocytose. Or, ici, au niveau de cette synapse électrique, le calcium ne joue pas de rôle. La conduction passive du courant, elle est instantanée. Et regardez ça c'est la membrane présynaptique et ça c'est la membrane postsynaptique et ça c'est une jonction électrique et donc une jonction communicante. Et on voit que le potentiel présynaptique, il est identique au potentiel postsynaptique et très rapide. Regardez, il n'y a pas une différence, donc c'est très rapide. Les éléments pré- et postsynaptiques ne sont pas identifiables morphologiquement et il y a accolement apparemment des membranes. Le transfert d'informations est caractérisé par l'absence de délai introduit par le passage d'un neurone à l'autre. C'est comme si j'ai pas de membrane. C'est comme si le courant, il continue sur le même chemin. Les caractéristiques d'une jonction communicante ou de la synapse électrique. Le transmetteur, il n'y en a pas. Le courant, il est ionique, il est direct, elle est bidirectionnelle. Il n'y a pas de pré- et post-synaptique. Spécificité, il n'y en a pas. C'est un couplage électrotonique. Le fait que les canaux se communiquent et s'alignent. Pas de sommation ni d'intégration. Fatigabilité, elle est presque virtuelle, inexistante. Délai synaptique, presque inexistant parce qu'elle est très rapide. Les synapses électriques ont pour rôle de synchroniser l'activité de population des cellules, où je vais revoir cette transmission électrique, principalement au niveau du muscle cardiaque. Excusez-moi. C'était le dernier slide, mais apparemment... Donc, où se trouve cette transmission donc électrique? Principalement, on la trouve au niveau du muscle cardiaque parce que la contraction du muscle cardiaque, le cœur, il bat donc, il a un battement propre à lui. Et ce battement va être généré en même temps à tout le muscle. Le muscle lit ce même mécanisme et au niveau de certains neurones de l'hypothalamus qui vont entrer en connexion avec les glandes, parce qu'il y a la partie de l'hypothalamus, il y a une partie antérieure, il y a une partie postérieure au niveau de l'hypothalamus qui vont entrer en contact avec le sang pour contrôler tout ce qui est donc mécanisme glandulaire. Ce qui est intéressant pour la transmission électrique, c'est que une fois une partie des cellules a été stimulée, la stimulation, elle va envahir tout l'organe et c'est dangereux aussi dans les transmissions électriques parce qu'il y a une parenthèse qui va s'ouvrir sur l'épilepsie qui est la maladie neurologique qui va être causé par un excès de stimulation ou un problème d'inhibition et par conséquent je n'arrive pas à arrêter le message électrique. Donc le problème dans les synapses électriques, je ne peux pas ralentir le message et la transmission elle est instantanée en même temps à toutes les cellules. Et on a peur qu'il y ait des crises électriques qui ne peuvent pas être ralenties.